Quand on le croise dans le Médoc, il aborde un large sourire. Un fort accent italien, fantasque et passionné, il a toujours une histoire de son glorieux passé de couturier à raconter ou une anecdote sur un célèbre comédien qu'il a croisé ou habillé. Curiosité de l'homme et de l'endroit surprenant et un peu kitsch qu'il a créé, je ne pouvais pas passer à côté du personnage. Costume bleu roi et nœud papillon, c'est tiré à 4 épingles qu'il m'a reçu dans son musée. Mon nom c'est Giuseppe Fragomeni, c'est un nom italien comme vous l'entendez, alias Mazarin. Il faut le dire, je viens d'Italie du Sud, j'étais un Calabrais. Et je suis arrivé ici en 1957 et pour m'en sortir, disons, pour gagner ma vie, pour manger, j'étais boxeur. Oui, pour gagner 5 francs pour pouvoir manger. Et après, ils m'ont trouvé une place, j'ai travaillé 3 ans chez Philips, sur chaîne. Et puisque j'étais un bon footballeur, ils m'ont enlevé de la chaîne pour me mettre chef. 1960 à 1970, j'ai travaillé dans une maison de prêt-à-porter à Paris. C'était une maison de gros. Je suis rentré là-dedans pendant 2 ans, j'étais balayeur. Et ce garçon, il est décédé et, comme par hasard, j'ai pris sa place comme coupeur. Donc, il m'a pris comme coupeur modéliste. Et c'est là que j'ai lancé la ligne près du corps dans les années 70. Le pantalon patte d'œuf, ça fait 2 poches goussées, très très moulé, la taille basse. Et c'est à partir de 70 que j'ai ouvert la boutique portant le nom Mazarin. Et pourquoi Mazarin ? Figurez-vous que j'étais invité un soir dans un club privé, le Roi Lyre, vous voyez, ça fait 50 ans, je me souviens encore, le Roi Lyre, où c'était strictement privé. Il n'y avait que des comédiens qui venaient là-dedans. J'étais même avec Francis Blanche, pour vous dire l'époque. Et j'ai rencontré un philosophe et je lui ai demandé, je dois ouvrir une boutique de Le Marais, est-ce que tu pourras me donner une idée du nom? Il m'a dit, Mazarin, c'était un Italien qui a gouverné la France avec Anne d'Autriche, donc sur Louis XIV. Mais pour vous dire la vérité, je le regrette aujourd'hui, parce que j'aurais dû donner mon nom personnel, parce que Mazarin, tout le monde peut le copier, je ne peux pas le vendre. Or, j'aurais mis mon nom, Giuseppe Fragomeni, je pouvais vendre ma griffe aujourd'hui. Durant cette période parisienne, c'était paillettes et robes de soirée. Vous étiez donc exclusivement créateur pour le cinéma ? Pour vous dire la vérité, j'ai monté une boutique de Le Marais, rue Turenne, qui a tous les magasins prêt-à-porter, maison de gros. Moi, en vendant du détail sur mesure, je me suis mis à côté. Et les gens, ils se sont dit, qui est le fou qui s'installait là pour nous faire concurrence? Et en effet, je faisais des costumes de prêt-à-porter. J'étais en train de faire faillite. Je me suis dit, je vais tout changer, puisque je suis fou, je vais faire le fou. Du classique, j'ai sauté au 19e siècle. Donc j'ai mis des redingotes, des capes, des chapeaux de forme, des costumes à fleurs, les pantalons pattes d'œuf en paillettes, et tout le monde s'arrêtait, puisqu'il y avait un feu rouge à côté, tout le monde s'arrêtait pour regarder tous ces costumes qui sortaient de l'ordinaire. Et comme par hasard, la sœur de Roland Fabius à l'époque, le Premier ministre, il a passé par là, elle était costumière dans le cinéma, elle rentre et me dit, monsieur, vous travaillez pour le cinéma? C'était pas vrai, je n'avais jamais travaillé pour le cinéma. Je lui dis, je fais que ça. Ah ben oui, monsieur, j'aurais besoin d'une redingote. Allez hop, et c'est démarré comme ça. Donc elle, après, il m'a amené une autre. Donc je fais venir de mon magasin, on appelait ça le nombril du monde. Hein, toutes les stars se rencontraient là-dedans, et les costumières aussi. Et c'est comme ça que j'ai participé à 65 films. Comme Papy fait de la résistance, Les Ripoux, Joël et Sateur, Jeanne Moreau, Danny Boone. Et surtout Simone Signoret, avec Philippe Noiret dans le film L'Étoile du Nord. Et je fais Twist Again à Moscou, Yiddish Connection, avec Charles Navour et Hugo Tognazzi, qui dansaient dans le magasin. Je fais aussi avec Gérard Depardieu, Sous le soleil de Satan. Je l'habillais en curé,
mon magasin, c'était du théâtre. Mais on rigolait. Comment un petit garçon italien, arrivé jeune homme à Paris, devenu couturier de star, se retrouve dans un musée? Quel parcours! C'est un fleuve qui finit jamais, qui va à la mer. De 8 ans à 20 ans, c'était l'apprentissage en Italie. De 20 à 30, c'était la jeunesse, donc le travail à Paris. De 30 à 60, c'était la réussite commerciale. Et la création, bien sûr. J'ai maintenant une autre vie de retraité de le Médoc. Et j'ai choisi le Médoc par amour vraiment de la région, parce que je trouve que c'est une région extraordinaire. Et en arrivant de le Médoc, je m'ennuyais, je ne pouvais pas rester, puisque j'étais tellement habitué à Paris d'être entouré des centaines de personnes. Et alors j'ai eu l'idée de monter l'association Le Fil Rouge du Médoc pour donner des cours aux dames gratuitement de couture. Et c'est là-dessus que j'ai eu l'idée de faire des spectacles. J'ai invité des enfants qui chantaient, d'autres qui dansaient, d'autres qui jouaient de la musique. Donc c'était ça, graine d'artistes, des enfants de 7 ans jusqu'à 10 ans. Voyez. Et après là-dessus, tous les ans, j'organisais l'arène de la Tour de l'Honneur, puisque nous avons une Tour de l'Honneur, n'est-ce pas? Et après, c'est là que je commençais à faire des costumes. Tout ça, c'est des costumes de scène que j'ai démarré avec j'ai fait la mise en scène La Révolution française, Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables. Donc c'est pourquoi dans ce musée, tous les costumes, c'était chez moi, et ma femme, elle avait ras-le-bol d'avoir des mannequins. Il y avait 50 mannequins. Chaque fois qu'on se levait, on était agressé par ce mannequin à la maison. Alors j'ai eu l'idée de faire un musée. Et je me suis adressé au maire de la ville. Il m'a donné un local ici, au premier étage, Jean du Jardin. C'est comme 400 mètres carrés. Et c'est ici que j'ai voulu monter un musée, mais pas un musée comme les autres. C'est un musée unique dans toute la France. Il n'y a pas énormément de musées de costumes en France. Tous les costumes qui sont là-dedans ont été réalisés pour le théâtre et cinéma. Évidemment, il y a quelques pièces comme Joséphine de Beauharnais, c'est des pièces historiques, c'est des pièces que j'achetais aux collectionneurs. Tous les costumes que vous voyez derrière, ici, ont été réalisés pour le premier film qui sont faits sur Napoléon en noir et blanc et muet par Abel Gance. Alors, comment s'organise le musée? C'est un musée avec des personnages grandeur nature qui racontent l'histoire de France. Et je commence par l'Antiquité, parce que vous savez, de l'Antiquité, le costume il date de 4000 ans, 5000 ans, le costume. Et à l'époque, on ne parle pas de mode. C'est aujourd'hui qu'on parle de mode parce que c'est commercial. Hein. Mais autrefois, c'était les nobles, les riches qui pouvaient s'habiller, les pauvres, ils ne s'habillaient pas. Après l'Antiquité, c'est la Moyen-Âge. Après Jésus-Christ, l'Antiquité. C'est avant Jésus-Christ, le Moyen-Âge, c'est après Jésus-Christ. Et alors, je commence en languissant avec Charlemagne. Charlemagne, et puis son cousin Carloman, l'entrée de ce musée que vous savez des personnages grandeur nature tels qu'ils s'habillaient à leur époque. Après le Moyen-Âge, il y a la Régence. La Régence, c'était surtout l'Italie. François Ier, il a été en Italie et il a mené donc, la mode, la Régence, plus il a mené des architectes, des ingénieurs et surtout un grand peintre, Léonard de Vinci. Et il y a la scène de Louis XVI et Marie-Antoinette avec tous ces costumes qui ont été réalisés pour le film La Révolution française en 1989. Lafayette, c'est un personnage qui attire beaucoup du monde. Surtout, tous les consuls des États-Unis qui viennent au poste à Bordeaux, ils viennent ici pour visiter Lafayette. Et il y a Les Misérables. Regardez Victor Hugo avec un authentique bureau de Louis XIII. Regardez tous les personnages, donc vous savez Victor Hugo, Jean Valjean, l'inspecteur Javert, les Thénardier, et puis après la Révolution française, 1900, les années folles, donc toute l'histoire de France à travers le costume, c'est dans ce musée. Quand nous avons ouvert le musée, c'était en 2016.
Mais c'était un musée qui manquait beaucoup de choses. Vous voyez, il manquait les décorations, il manquait les tapisseries, des tableaux, il manquait les mannequins. Aujourd'hui, il est complet. C'est vous qui avez confectionné tous les costumes du musée? La majeure partie, oui. D'autres costumes, je les achetais aux collectionneurs parce que je n'étais pas né. D'autres costumes, je les achetais aux antiquaires. Les costumes romains ont été réalisés pour une pièce de théâtre à Montpellier. Montpellier, il les a vendus au marché aux puces à Paris. Et moi, je les ai achetés au marché aux puces pour les mettre ici, vous voyez, dans le... Voilà, donc pour faire un musée, il faut sans arrêt penser, réfléchir, sortir, aller sur Internet pour voir particulier à particulier s'ils sont des choses à vendre, vous voyez, des détails, parce qu'il n'y a pas que le costume. Donc il y a le mannequin, il y a le costume, il y a les cannes, il y a le chapeau, il y a la perruque. Dans un costume, il n'y a pas que le costume. Donc il y a tout qui va avec. Il y a les bijoux aussi. Donc il faut trouver tout ça. Donc il faut réfléchir à tout. À un musée, il ne faut pas que les gens y viennent et disent c'est ridicule ce musée. Il faut qu'ils partent enchantés. Il faut qu'ils vivent, vous savez, un musée. Et comment qu'ils vivent? En le regardant. Tous les jours, je passe et je regarde tous les modèles, tous les mannequins. Tiens, je suis allé voir Jules César tout à l'heure, il avait les bras comme ça. Alors je me suis dit, tiens, il n'est pas beau. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai mis la main comme ça. C'est plus joli. Il est en train de prendre les armes vers Saint-Getolix. Vous voyez, voilà. Donc il faut sans arrêt, changer un chapeau, changer la perruque, tout ça. Donc sans arrêt, donc qui vivent. Il faut que les gens sachent que c'est des costumes qui sortent de l'ordinaire. On vient d'y créer un espace avec des vêtements recyclés. Vous savez, des robes en Coca-Cola, en papier bonbon. Pour faire la robe en papier bonbon, il y a 5000 bonbons qui sont mangés les enfants au lycée Odile Rodon de Pauillac. J'ai l'idée de faire une robe toute en papier, journaux. Je ne sais pas si je voulais que je dise le nom, c'est le journal du Médoc devant et le Sud-Ouest derrière. Comme ça, les deux journalistes, ils sont venus pour faire de la pub. C'est la passion du costume, c'est la passion du passé, de l'histoire. Moi, je hais le présent. Vous voyez, je n'aime pas le pantalon, déjà pour une femme. Je m'excuse, vous êtes en pantalon. Une robe, c'est joli. On voit la forme de la femme, mais on ne voit pas tous les détails. Il faut habiller les gens en fonction de leur morphologie, de leur tête. Il faut qu'il y ait le costume qui aille impeccable. Je veux que l'être humain soit beau. Vous savez, toute ma vie, j'ai porté le papillon. Et ici, on m'appelle Monsieur le Papillon. Voilà, vous voyez, regardez la chemise. Qui c'est qui porte des chemises comme ça? Il faut être fou. Eh bien voilà, je suis là. Des couleurs Michou. C'est moi qui ai donné la couleur à Michou. Alors il passe au magasin et il me dit, tiens monsieur, je voudrais un costume, quel prix que vous prenez? Je lui dis, à l'époque c'était 350 000 francs. Et il me dit, non, je n'ai pas les moyens, il est parti. Mais il m'a demandé, dites-moi au moins comment je devrais m'habiller. Alors j'ai regardé ses yeux, c'est vrai, il y avait des beaux yeux bleus. Je dis, ben, vous vous habillez en costume bleu, ça va très bien. Oui, et c'est parti comme ça, il était après toujours en bleu. Êtes-vous satisfait de votre parcours de vie? Je ne regrette rien. Il ne faut jamais regretter. J'ai aimé le passé, j'aime le présent, et je vois toujours l'avenir, avec amour, avec passion. J'aime les gens. Sinon, évidemment, il faut aimer les gens. Il faut être passionné par les autres. Pas les imbéciles, pas les intelligents, pas les petits, pas les grands. Il faut avoir dans l'esprit une culture générale de tout. Voilà. Parce que, par contre, j'ai un défaut, je critique souvent quand je n'aime pas les choses. Voilà. Je critique tout ce qui n'est pas beau, c'est tout. Mais tout ce qui est beau, je suis émerveillé. Moi, je vois une feuille, je regarde cette feuille et je me pose des questions. Pourquoi il est coupé comme ça? Pourquoi il y a toute cette veine dans cette feuille? Donc, vous voyez, je me pose toujours des questions des créateurs.
Vous êtes un retraité actif dans le Médoc justement. Pourquoi avoir choisi de vous installer en Gironde et précisément dans le Médoc? J'ai découvert le Médoc dans les années 70. Je suis venu parce que j'avais une de mes sœurs qui passait des vacances ici. Alors je suis venu la rejoindre avec une tante à l'époque. Et cette tante, une fois montée, elle est tombée sur moi. Le matelas, c'était comment on appelle ça, en caoutchouc. C'était un matelas gonflable, quoi. Il se retournait. Je me suis retrouvé par terre, le matelas sur moi, donc c'était une nuit épouvantable, et j'ai gardé un souvenir. Et puis après, j'ai visité la côte atlantique, et quand j'ai vu les dunes, ces dunes solitaires avec un petit vent de soleil où on pouvait se promener même tout nu, je me suis dit, mais moi je ne me suis jamais promené tout nu, j'aime pas ça. Mais j'ai trouvé ça original et c'était vraiment beau. Après, je suis allé du côté de la Gironde et c'est plein de petits ports. Vous savez, comme le port Goulet, le port de Paris-Richard, où il y a beaucoup des carrelets, tout ça. Donc, et puis il y avait également des fêtes de village, tout ça. J'ai trouvé cette ambiance d'enfance. Alors je me suis dit, le Médoc, ça me va très 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 bien. Et c'est pourquoi je suis resté ici depuis déjà 22 ans maintenant. Et je me plais énormément de le Médoc parce qu'il y a, primo, j'aime le vin, sinon j'aurais choisi Vitel au Evian. Hein? J'ai choisi le Médoc parce qu'il y a du bon vin. Et d'ailleurs, on me donne souvent des bouteilles de bon vin avec, le dimanche avec un entrecôte et une bouteille, voilà le Médoc. Hein? Giuseppe Fragomeni, on peut dire que vous êtes un homme de passion, vous êtes toujours et encore passionné par mille choses, mais quelle est votre principale passion? Et ma passion, vous savez, souvent, c'est un don de nature. Hein? La nature, il a mis au monde des gens beaux, des moches, d'intelligents, des idiots, d'autres qui sont l'esprit ouvert. Vous n'avez pas besoin de parler en même temps que je sais déjà qu'est-ce que vous voulez dire. Ouais, c'est l'esprit qui s'est ouvert. C'est une passion de gosse. C'est ma nature parce que j'ai détesté les écoles. Mais détesté. Je crois que je suis allé à l'école une journée pour toucher les chocolats. Le reste du temps, mes cahiers étaient toujours enterrés à la plage. Ma mère, il m'accompagnait à l'école, il m'accompagnait par la porte et je sautais par la fenêtre. Ma mère, il me faisait des devoirs à la maison, il m'arrachait les oreilles, il m'a rien à faire, je n'aime pas ça. Par contre, j'avais un frère qui était à côté de moi, qui est devenu le plus grand, une grande personnalité en Italie. Il est revenu, comment dis-je ça, président de la Cour des comptes de toute l'Italie du Sud, professeur à l'université de Messine. Le plus dur de la maison, c'était moi. Voilà, il est devant vous. Ah, c'est à vous de faire un jugement de la personnalité. Je suis passionnant pour ce musée. D'ailleurs, je passerai ma vie là-dedans parce qu'il n'y a aucun mannequin qui m'engueule. Voilà, je rentre à la maison, ma femme m'engueule. Ici, personne me dit quoi que ce soit, je les aime tous. Et tous, ils m'adorent. Voilà.